tvrogers.com. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariol, me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Théâtre communautaire à Orléans, on est toujours fiers de s'en vanter, surtout que c'est une de nos bénévoles qui était là le semestre précédent qui nous a fait part de cette pièce de théâtre qui aura lieu pendant 2 fins de semaine. Alors, on l'appelle ça Fleur d'acier, qui est la version française de Steel Magnolias, duquel ils ont fait l'adaptation cinématographique. C'est pour ça que je suis pas en cinéma, moi, voyez-vous? Alors, pour le résumer, très rapidement, 6 femmes ont adopté un salon de coiffure pour s'y refaire une beauté, mais surtout pour s'exprimer et se confier. Thérèse, propriétaire du salon et fine psychologue, les accueille à bras ouverts et écoute leur péripéties et drame. Inspirée d'un fait vécu par l'auteur lui-même, la pièce relate une histoire de la solidarité et du courage. Dans sa plus simple définition, c'est une ode à la solidarité féminine. Alors, ça a été composé par des gens d'ici, des gens d'Orléans, et les représentations auront lieu le 4 et le 5 mai. Alors, c'est aujourd'hui et demain, et le 11 et le 12 mai aussi à 19h30. Et ensuite, le 6, le 9 et le 13 à 14h. Alors, il faudra regarder, ça veut dire vendredi, samedi à 19h30 et dimanche à 14h. Alors, le tout a lieu au RAFO, alors le rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, qui se situe au 3349 Navin Road, 3349 rue Navin à Orléans. Les billets sont seulement 13 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants. Et il y a un bar qui sera ouvert à l'intermission, ce qui est toujours intéressant, et une collation sera servie à la fin du spectacle. Alors tout ça, ça commence ce soir et ça se passe au rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa. Je suis certaine que si vous allez voir leur site web, vous allez pouvoir voir exactement les dates et les heures. Et nous, on encourage Émilie. Bonne chance, j'espère que ça se passe bien. Avant d'oublier, c'est le 4 mai aujourd'hui. Bonne fête, papa. Je sais pas si tu me regardes, je sais pas si tu es revenu de ce que tu fais, mais je pense à toi. On va fêter ça demain chez nous. Il va faire beau, on va faire un barbecue. Juste un petit message entre nous deux, c'est tout. Bonne fête. Maintenant, vous savez ce qui s'en vient. C'est l'été. Aujourd'hui, ça paraît pas. Ça a l'air que c'est pluvieux, un petit peu froid, mais c'est pas grave, ça s'en vient. Avec l'été arrivent les camps d'été pour les jeunes. La Ville d'Ottawa offre tellement de camps d'été. Alors, pour les jeunes de tout âge. Alors, je vais vous écrire un tout petit peu qu'est-ce qui se passe cette année. Alors, il y a une gamme de camps de jour francophones conçus pour plaire à toutes les familles. Vous avez des enfants âgés de 4 à 17 ans. Alors, vraiment, là, un grand âge de 4 à 17 ans où on peut couvrir tous ces âges-là et puis leur offrir un été inoubliable si vous le voulez. Alors, vous pouvez sauter dès maintenant dans l'action et visiter le cyberguide francophone des loisirs. Et ça, c'est à ottawa.ca. Alors, ottawa.ca, camp d'été, vous allez pouvoir voir, tous les camps d'été sont bien décrits. Alors, vous pouvez découvrir des camps d'été sportifs, natation, arts visuels, danse, cuisine, leadership et beaucoup plus encore. Nouveauté pour cette année, un camp d'été multisport. Alors, ce sera offert à l'installation d'athlétisme Terry Fox. Et puis, on peut faire de l'athlétisme, du canot-kayak ou encore jouer au tennis, au soccer et au volleyball de plage. Il y a aussi faire du vélo en toute sécurité qui est nouveau. Alors, vous pouvez essayer des rodéos à vélo. Vous pouvez apprendre les rudiments du vélo aussi, y compris les principes de sécurité de vélo. Alors là, on parle d'ajustement de casque, l'ajustement du vélo aussi comme tel, vérification de la base du vélo. Les manœuvres à vélo aussi, alors les conduites en ligne droite, freinage, la vérification par-dessus l'épaule, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Quand j'ai commencé à faire du vélo, c'est la chose la plus difficile, c'est de se tenir à 2 mains et de regarder l'autre côté. Le signalement des intentions vraiment très important et le changement de vitesse. Et ensuite, il y a des jeux, la sécurité, l'efficacité du vélo aussi. On peut même apprendre à faire des chutes comme il faut. Croyez-moi, ça aide beaucoup. Et quoi faire en cas de collision aussi, surtout entre 2 vélos. Et la dynamique de la circulation qui est importante aussi. Alors, les principes du cyclisme, les endroits où on a le droit de circuler. Et en tout cas, tout ça. Pour plus d'informations, pour celui-ci, il faut aller à vélo
à ottawa.ca. Alors, VELO, vélo à ottawa.ca. Alors, il y a des inscriptions aussi pour les camps en arts spécialisés. Alors, le Centre des arts créatifs de Nepean, le Centre des arts visuels de Nepean et le Centre des arts Shinkmin. Alors, c'est des camps en arts qui sont animés par des artistes locaux. Tous des spécialistes dans leur domaine de prédilection. Alors, cet été, votre enfant pourra laisser gambader son imagination créatrice. Il y a aussi les piscines à vagues. Il ne faut pas oublier de découvrir ça cet été. Vous les connaissez peut-être. Alors, il y a plein d'endroits où votre famille peut profiter de l'eau cet été. Et chacun propose un vaste éventail d'activités. Alors, il y a 20 piscines intérieures à Ottawa, 9 piscines extérieures et 3 piscines à vagues, 56 pataugeoires et 127 aires de jets d'eau avec 4 plages et il y a même des camps sur la plage aussi à Ottawa. Alors, visitez ottawa.ca, informez-vous ce que ça vous tente, ce que ça tente à vos jeunes et peut-être vous inscrire à quelques semaines de camp d'été pour cet été. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler, vraiment, on parle du cyber, si on veut. Alors, c'est vraiment très intéressant. 2 invités qui, à leur sujet, vraiment s'agencent très bien ensemble. Un pour les jeunes et l'autre plus ou moins par rapport à la vie privée. Mais on va débuter avec Ariane Richesson du Musée de l'Agriculture. Et on apprend au sujet des activités à venir. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Martin Rochelot du groupe Les Rats de Swamp qui était de passage à Contact Ontarois. On parle de leur musique, un mélange de traditionnel et de rock. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il y a toujours plein d'activités qui se passent dans nos musées ici à Ottawa. Et aujourd'hui, on va apprendre ce qui se passe au Musée de l'Agriculture du Canada avec Ariane Richesson. Bonjour. Bonjour. Tu t'occupes de la programmation publique. Et puis, peut-être qu'on peut rappeler aux gens ce que c'est le Musée de l'Agriculture et où on peut le trouver. Oui, alors nous sommes une ferme au sein de la ville. Alors c'est la seule ville capitale au monde qui a une ferme, une vraie ferme au sein de la ville. On est situé au 901 sur la rue Prince of Wales. Oui. Alors les gens qui habitent dans la région connaissent un petit peu la ferme expérimentale. Oui. Alors on est sur le lieu de la ferme expérimentale. Alors c'est une vraie ferme où les gens peuvent venir et vraiment connaître ce que c'est une vraie ferme. Alors, d'où vient leur nourriture, comment les fermiers travaillent pour élever les animaux. Le fonctionnement d'une ferme. C'est ça, juste avoir peut-être plus de respect pour leur nourriture en voyant le travail qui est inclus pour élever les animaux, prendre soin des animaux et avoir une interaction avec les animaux. Alors, il y a toujours des choses qui se passent au Musée de l'Agriculture, surtout dépendamment de la saison. Oui. À ce temps-ci de l'année, c'est le fun parce que là, les bébés arrivent, hein, n'est-ce pas? Il y a plein de bébés en ce moment. Alors, plein de bébés de moutons, de chèvres. En ce moment, des veaux aussi, plein de veaux. On a des poussins. Alors, c'est vraiment un temps spécial de l'année. Super. Mais là, il y a des événements de planifier qui s'en viennent très bientôt. En premier plan, on veut parler du Festival des moutons. C'est tellement beau, cette image. Je pense que c'est des chèvres, en effet, mais oui. OK, mais ils sont frisés.
Oui, c'est des chèvres angora. Alors, c'est une chance. Alors, on a un troupeau de moutons et de chèvres et à chaque printemps, on a besoin de les tondre. Et ouais, ils sont assez gentils. Je vois ça, wow! Et alors, on a décidé, pourquoi pas de célébrer le fait qu'on a besoin de tondre les moutons. Alors, on a un tondeur professionnel qui vient chaque année, qui vient tondre nos moutons. Il amène aussi les siens parce qu'il fait une démonstration à peu près à chaque 20 ou 30 minutes. Et les gens peuvent vraiment voir ce que c'est tondre un mouton. Ça leur fait pas mal, hein? Non, mais non, ça pas leur... du tout. C'est comme une coupe de cheveux pour nous autres, là. C'est ça, ça leur fait du bien. Et en particulier Ross, parce que ça fait tellement d'années qu'il le fait. Il le fait en moins d'une minute pour un grand mouton. Pour un gros mouton? C'est pas mal impressionnant. Oui. Est-ce que le mouton gigote beaucoup ou est-ce qu'il vraiment il s'installe ou c'est de la façon qu'il le tient? Je pense que c'est la façon qu'il le tient. Si moi, j'essayais de le faire, je pense que ça irait moins bien. Mais lui, vu qu'il sait ce qu'il fait, oui, c'est pas mal rare pour un mouton de se plaindre. Alors, et éventuellement, ça leur fait du bien parce qu'il commence à faire très chaud. Ils vont être dehors au soleil. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la laine après? Nous autres, on l'utilise fréquemment pour des programmes scolaires. Super. Juste parce que aussi, durant le festival et au cours de l'année, on veut montrer aux gens comment la transformation de laine se fait. Alors, transformation de laine brute jusqu'en laine où on peut faire de la toisson et l'utiliser pour des produits. Alors, il va y avoir des artistes sur site aussi qui démontrent comment travailler avec la laine. Plein de chances de rencontrer des moutons, des bébés. Aussi, cette année, on veut mettre l'emphase un petit peu plus sur la cuisson avec le lait de chèvre, le lait de brebis aussi. Alors, on a des chèvres... C'est beaucoup plus populaire aussi maintenant. Là, on en parle beaucoup plus. Avant, c'était comme... Si on veut, on devait se régaler. C'était c'était comme l'extra qu'on ne fait pas toucher. Mais là, maintenant, on voit ça dans nos épiceries maintenant. Là, on en parle beaucoup plus. Oui. Alors, mais peut-être les gens ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Alors, on a un chef Wood, qui va être là à plusieurs reprises durant la fin de semaine pour démontrer les différents plats, les cuissons avec le lait de chèvre, le lait de brebis. On va aussi fabriquer de la crème glacée au lait de chèvre. Alors, je ne suis pas certaine si ça va goûter... C'est spécial, le lait de chèvre, c'est ça. Pour le savoir. Oui. C'est quand ce Festival des moutons? Alors, c'est le 19 et le 20 mai. Alors, c'est le samedi-dimanche de la longue fin de semaine du mois de mai. Puis, est-ce que pour se présenter, est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Il faut acheter des billets? On peut juste se présenter? Comment ça fonctionne? On peut juste se présenter, c'est ça. Alors, on se présente à l'admission, c'est de 9h à 5h. À la fin de la journée, on va toujours traire nos vaches aussi, notre troupeau laitier. Alors, c'est le fun de venir peut-être à la fin de la journée aussi parce qu'il y a moins d'activités qui ont rapport aux moutons, mais on peut vraiment voir un troupeau en train de se faire traire. Pas les moutons, mais les vaches. Wow, super. Mais là, il y a aussi quelque chose d'autre qui se passe par rapport aux chèvres. Ça, j'en reviens pas comment c'est devenu un fad tellement populaire, le yoga de chèvre. C'est ça. Ouais. C'est étrange, c'est bizarre, mais on l'a essayé pour la première fois l'année passée. Parce qu'on voyait que c'était comme un phénomène en ligne. Les gens en parlaient. Oui. Et on a décidé, comme moi, j'enseigne le yoga, on a des chèvres. Pourquoi pas l'essayer? Alors voilà, on a invité plein de gens qui pouvaient s'inscrire et en effet faire un cours de yoga, mais avec plein de chèvres qui se promènent dans la grange avec eux. Oui. C'est ça. Et les gens ont adoré ça. C'était pas vraiment yoga. Le focus, c'était vraiment plus les chèvres. Mais les gens riaient, c'est comme une thérapie presque. Parce qu'ils peuvent interagir avec les animaux, ils font du yoga, ils sont en train de rire avec leurs amis. C'est drôle. Ma fille est allée faire un yoga de chèvre. Oui. Je sais pas si c'est vous qui êtes allée faire ça, mais en tout cas, elle a trouvé un endroit où elle l'a fait. Elle a porté des photos, puis elle est dans une pose à 4 pattes, puis la chèvre est sur son dos. Les chèvres aiment grimper. Fait qu'ils ont grimpé sur son dos, puis elle a dit non, c'était tellement drôle, c'était tellement le fun. C'est drôle, c'est ça. Alors, oui, c'est un cours d'1 heure. En ce moment, les billets ont été vendus, pas mal tous vendus, mais les gens peuvent garder un œil sur notre site web. Alors, des fois, si les billets se libèrent, ils peuvent garder un œil. Ingeniumcanada.org. C'est ça, on veut aussi mentionner ce qui se passe pour la fête des mères.
avant de manquer de temps. Oui, alors essentiellement, il y a plein de bébés à la ferme. C'est juste un beau moment de venir avec maman à la ferme, de célébrer la fête des mères. Cette fin de semaine aussi, il y a aussi un festival à manger et boire à la ferme au printemps. Et c'est des gens qui sont les producteurs des vignobles et les gens qui produisent la bière qui vont être là aussi. C'est un billet séparé, mais les gens peuvent aussi avoir accès à la ferme. Et c'est le samedi-dimanche de la fin de semaine des mères. OK. Alors, si on veut avoir toutes les informations, puis il y a d'autres choses qui vont s'en venir tout au long de l'été. Oui, c'est ça. Si on veut savoir aussi de la programmation, ingeniumcanada.org. C'est ça. Ça va? Oui. Merci beaucoup. Écoute, bonne chance, surtout plaisir. le Festival des moutons qui s'en vient en premier. Merci. Ça risque d'être vraiment très excitant. Et on rappelle à tous les gens, le Musée de l'agriculture du Canada, c'est situé pas loin de la ferme, c'est sur les lieux C'est ça, de la ferme expérimentale. de la ferme expérimentale. Oui. Merci beaucoup. Merci. OK, alors, le site web ingeniumcanada.org. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons discuter avec Jean-François Soriol. Il est de Sécurité GF Incorporée. Puis là, on va parler des jeunes et de l'ère, si on veut, téléphone, cellulaire, ordinateur, les tablettes. On va parler de sécurité. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, on en parle souvent. On voit souvent des annonces par rapport, disons, aux drogues ou à la sexualité. Comment parler à nos enfants au sujet de ces sujets qui semblent peut-être un peu difficiles à aborder? Mais il y a aussi un nouveau sujet qu'on devrait aborder avec nos enfants. C'est vraiment le cyber. Je dis ça en juste un mot comme ça, là, parce qu'il se peut de tout. Là. C'est ce qui se passe, c'est ce à quoi nos enfants ont accès facilement, à la portée de la main, en tout temps. Et c'est important pour nous, les parents, de leur parler de cette sécurité-là, hein? Mais on ne sait pas toujours... Bien, peut-être qu'on ne sait pas pourquoi. Oui, vraiment, il faut en parler. Et, comment on fait ça? Comment on fait ça? Je dois commencer, je suis obligé, sinon, oui. sinon mes enfants vont me renier. May the 4th be with you. Oh oui, oui, je dis ça à mon père, c'est sa fête le 4 mai. May the 4th be with you, papa. J'ai même ma tête libre de Star Wars. J'adore ça. C'est cool. Oui, il faut, comment parler? Oui. Mais attends, comment parler? Mais pourquoi c'est important d'avoir cette discussion-là? Il est clair qu'on a une cohorte de parents qui ont été élevés sans aucune technologie. Et leurs jeunes, je donne plein d'ateliers dans les écoles, on en parlait il y a quelques semaines, les jeunes se sentent vraiment... ils veulent des guides, mais ils n'en ont pas. Okay. Leurs parents pourraient être assis à côté d'eux lorsqu'ils sont sur Instagram, puis ils pourraient pas dire « fais attention, clique pas là-dessus, accepte pas cette amitié-là », qui fait en sorte que les parents, et je me souviens lorsque moi j'étais plus jeune en tant que parent, que lorsque l'Internet n'existait pas, la télévision était plus une façon pour moi de laisser aux jeunes un petit peu de temps, puis moi j'avais mon temps. Oui.
Le problème, c'est que l'ordinateur, c'est pas une télévision. Il y a des interactions. Parce que quand on mettait une vidéo, moi, je savais ce que c'était. Si je mettais le Roi Lion, je savais que c'était 90 minutes du Roi Lion. Moi, c'était Barney, le dinosaure. Je parle pas de mon temps. Je suis plus capable. Mais pour les jeunes, si on met l'ordi, ben là, on est ouvert à tout. Et il n'y a pas un parent de nos jours qui serait avec leurs jeunes au parc et qui permettrait à n'importe quel adulte qu'ils ne connaissent pas de sortir des buissons puis de commencer à parler à leurs jeunes. Jamais on permettrait ça. Vrai. Mais sur l'ordinateur... On s'approcherait, hein, puis on croiserait nos doigts, puis on écouterait voir qu'est-ce qui se passe. Il n'arrive vraiment pas 10 pieds proche de nos jeunes. Mais nos jeunes, sur Internet, on n'a pas les repères pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Pas que tout ce qu'ils font, c'est mauvais, mais si ils sont curieux de voir quelque chose, et nous, en tant que parents, on n'est pas capable d'avoir une discussion avec eux sur est-ce que c'est approprié, est-ce que tu es trop jeune pour ça, est-ce que j'ai besoin de mettre des fils pour prévenir que tu passes du temps sur des sites où ils parlent d'armes à feu quand tu as 11 ans. Bon, il y a plein de choses comme ça. Puis la réponse des parents, souvent, c'est « je connais pas ça, là, c'est trop ». Et donc, l'enfant se trouve encore plus isolé et de plus ces jeunes-là interagissent entre eux, ils prennent un téléphone, ils sont capables de le configurer, ils voient des choses. Les parents ont encore plus l'impression que leurs jeunes, ce sont des technophiles qui sont capables vraiment de gérer tout ça, mais ils n'ont pas parce qu'ils ont l'apparence d'être confiants, de savoir qu'est-ce qu'ils font. Tout à fait. Et au travers des recherches que j'ai faites avec les ateliers que je donne dans les écoles, il y a une particularité de notre société qui fait en sorte que si on montre le triangle, la théorie de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez la théorie de Maslow, voilà, le triangle veut dire, c'est une théorie qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui montre que nos besoins personnels se retrouvent en tranches. On a des besoins plus primordiaux et qui veut dire que si tes besoins plus primordiaux à la base de la pyramide ne sont pas comblés, tu as tendance à ne pas être interpellé par les besoins plus élevés. Donc, on parle du premier niveau, c'est le besoin physiologique. La bouffe, manger, dormir, ces choses-là. Le deuxième niveau, c'est la sécurité. Avoir une maison, savoir que je vais avoir une place pour dormir, que mes parents vont être là le soir. Et la troisième tranche, c'est l'appartenance. Parlons de ces trois premières tranches-là. Les deux premières tranches, la majorité des enfants canadiens, il y a des exceptions bien sûr, surtout les nouveaux arrivés, la majorité des enfants canadiens n'ont pas senti de pression dans leur vie envers les deux premières tranches. C'est vrai. Leurs parents leur donnent la bouffe. Leurs parents, il y a la maison. Il y en a qui ont senti des pressions, mais la théorie montre, puis c'est prouvé, que tant que ton besoin d'une tranche n'a pas été mis en péril, tu n'as pas à développer de stratégie pour pouvoir combler ce besoin-là. Donc, nos jeunes, puis on le voit rendu à l'université, lorsque les jeunes sont laissés à eux-mêmes, plus laissés à eux-mêmes, leur résilience, il y a plein de jeunes qui se trouvent vraiment dépourvus parce qu'ils n'ont pas appris de stratégie pour comment se dépêtrer dans cet environnement-là. C'est gérer le stress. Il n'y a pas eu de stress, justement, de vrai stress. Puis beaucoup des parents prennent des décisions pour leurs jeunes. Disons qu'il y a comme un recouvrement des jeunes pour leur offrir un environnement plus sécuritaire. Bon. Mais le premier besoin que les jeunes sont vraiment amenés à devoir gérer eux-mêmes, c'est le besoin d'appartenance. Puis ce qu'on remarque, c'est que ce besoin d'appartenance-là, puis au travers de différentes recherches, l'isolement ou le sentiment d'être isolé ou de ne pas appartenir, les jeunes vivent ce stress-là au travers des mêmes régions du cerveau qui gèrent la douleur physique. Donc, ça devient un problème, une douleur qui est de l'organisme au complet. Tu n'es plus capable de penser. Donc, ça mine énormément l'environnement de la personne, du jeune, de la jeune. Bien sûr, à l'école, mais partout. Partout, même à la maison. On avait parlé la dernière fois que j'étais ici que c'est pas tous les jeunes qui ont des problèmes, mais il y a des jeunes qui,
à cause de leur peut-être difficultés sociales, se trouvent à être, on parle d'autisme, déficit d'attention, Asperger, puis pas seulement ça, mais on connaît nos jeunes, ceux qui sont plus timides, c'est plus facile pour eux d'aller sur le web pour se former des amitiés. Oui. Eux croient que ce sont des vraies amitiés en plus, des amitiés qui comptent. Et si la jeune qui a ce profil-là d'être un peu plus vulnérable socialement, va voir ça comme étant encore plus abordable parce qu'il n'y a pas ces interactions-là personnelles, ils vont faire des amitiés, ils vont faire des choix qui peuvent même les mettre dans des situations. Il y a deux côtés. L'intimidation, puis je rentre dans ce domaine-là, l'intimidation, c'est une stratégie qui a été apprise, parce que tu n'es pas en connaissant l'intimidation, mais c'est appris pour pouvoir combler ce besoin d'appartenance-là. Okay. Pour certains jeunes qui n'ont jamais appris que des fois, tu as besoin de te mettre la tête sur l'épaule de quelqu'un pour pleurer pour 30 minutes pour sortir le méchant, pour certains, non, il faut que tu... Puis là, boum, je sors mon méchant sur quelqu'un d'autre. Les gens rient alentour. Mon marasme intérieur, que je reconnaissais peut-être pas, il vient de se faire libérer. Dans mon cerveau, il y a des dopamines qui sont sorties et je me sens mieux. Oui. Donc, c'est appris, ça se renforce et c'est comme ça que nos écoles ont besoin d'outils pour pouvoir gérer ça. Et les écoles sont très, très bien nantis pour pouvoir gérer les interactions avec les jeunes. Il y a des exceptions, mais ils savent comment gérer ça. Je t'arrête là, on va passer après la pause. Super. OK? Alors, on parle de l'intimidation, puis après ça, on va parler de la discussion. Pourquoi c'est important et comment le faire. Comment parler avec les jeunes. Comment parler avec les jeunes. Restez avec moi. M. Soriol reste avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment dévaler, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On avait une belle discussion avec Jean-François Soriol de Sécurité JF. On parlait de les jeunes de nos jours qui sont connectés, c'est le mot qu'on peut utiliser, et les choses qu'ils apprennent. Même sans le savoir, les choses qu'ils apprennent. Puis là, on parlait d'intimidation. Puis là, on veut s'attarder vraiment à la discussion importante que nous, comme parents, on doit avoir avec eux. Puisque nous, notre historique d'intimidation, c'est une intimidation plus physique. Il fallait que tu sois capable. Il y avait juste quelques personnes dans nos écoles secondaires qui avaient c'est pas un talent, là, mais qui avaient d'être capable de dire à quelqu'un, toi, parce que comme humain, on n'est pas méchant comme ça. Ben non, mais il était possible pour nous de pouvoir reconnaître les menaces. On savait que c'était toujours ces deux gars-là ou ces deux filles-là qui sont méchantes. C'est vrai. On connaissait les menaces. Sur l'Internet, est-ce qu'on les connaît, les menaces? Est-ce qu'on peut les reconnaître aussi facilement? Du tout. Ils sont camouflés aussi. Et donc, il y a surtout pour les jeunes qui ont des problèmes de socialisation,
ils sont amenés à faire plein de choix sans savoir qu'il y a plein de menaces en arrière. On ne veut pas non plus leur dire, là, leur couper l'Internet, va pas là, c'est pas bon. C'est pas vrai. Il y a plein même pour certains jeunes qui ont de la misère à appartenir à un groupe, il y a des groupes sur le web, les jeunes qui sont en recherche de leur identité sexuelle. Il y a plein de différentes façons d'appartenir à un groupe au travers d'Internet. Trouver une valorisation sécuritaire. Tout à fait. Mais comment on parle à nos jeunes de ça? Premièrement, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'intimidation. Je pense qu'on a un petit graphique. Oui. Il y a des choses importantes. Il y a différentes façons, il y a les types sociaux, physiques. Souvent, il n'y a pas seulement une façon. De nos jours, ça va se recouper dans tout, surtout rendu cyber. Une particularité, par contre, en cyber, si moi, je me fais tapocher physiquement, je ne peux pas me retourner puis être intimidateur après. Sur le web, je peux passer dans une interaction sur WhatsApp ou Facebook, je peux passer de intimidé à intimidateur en 2 phrases. Comment on retrouve, pour l'équipe école, qui est fautif, qui a besoin de... Ça devient un petit peu là, du gris à devoir gérer. Mais ce qui est important, c'est que l'intimidation, c'est pas une taquinerie. Une taquinerie, il m'a appelé Boboule, j'ai dit d'arrêter. As-tu arrêté? Oui. Bon, c'est pas une taquinerie, c'est une taquinerie, c'est pas de l'intimidation. Il faut que ce soit répété, il faut que ce soit délibéré, puis que ça veuille vraiment venir te chercher puis te créer de l'inconfort, au moins. Puis il y a plein de différentes façons, mais en bout de ligne, ça se fait de façon à pouvoir gagner un certain pouvoir social. On l'a mentionné juste avant la pause. C'est une stratégie apprise pour se sentir mieux. Bon, mais comment on parle de ces choses-là? Pour pouvoir parler d'éveil sexuel avec nos jeunes, comment on commence? Moi, je me souviens, lorsque mes jeunes étaient plus jeunes, lorsqu'on avait entamé cette discussion-là, j'avais ramassé un petit dépliant qui avait des étapes, commence par là, façon... Et je n'irai pas dire que j'ai suivi ça à la lettre, mais ça m'a donné... C'est un coup de main, ça t'a donné des idées. Puis tu adaptes ça par rapport aux personnalités de tes enfants, puis... Puis justement, ce mot-là, adapter, c'est le point. On a des valeurs familiales, mais comment transférer ces valeurs familiales aux interactions, aux activités sur le web? Ça prend un menu. Et justement, il y a un site web qui est absolument formidable, j'en ai parlé la dernière fois, abilomedia.ca, je pense qu'on a une abilomedia.ca, qui offre un paquet d'outils pour les parents, pour les éducateurs, pour les jeunes. Et il y a une présentation là-dedans qui s'appelle « L'art d'être parent à l'ère numérique ». On la voit ici à l'écran. Juste en bas ici, là, on voit Abilomedia, si j'ai pris une petite image du site web, on voit il y a plein de différentes ressources. Si on veut, là, pour aller absolument. Mais la présentation « L'art d'être parent à l'ère numérique », c'est 30 minutes. 49 différents acétates, et chacune des acétates, il y a une personne qui parle, c'est tout à fait interactif, et il y a une façon de pouvoir aussi capturer tout ce qui a été dit en petites notes. Oui. On prend ça, et papa, maman, on regarde ça ensemble. Il faut que papa et maman soient d'accord. Oui. Parce que si on n'est pas d'accord, un petit peu comme l'histoire de Main de Todd, tout à fait horrible, la mère était pas d'accord que sa jeune fille ait une caméra webcam. Le papa n'avait pas de problème. Elle a déménagé chez son papa, puis c'est pas tout à fait le cas, mais... Mais ce qui veut dire, c'est que ça peut arriver. Alors, si on est une famille monoparentale, bien là, c'est peut-être facile, mais... Puis même, par contre, même si on est séparés, divorcés, il faut que ça soit pareil dans les deux maisons. Tout à fait. Il faut s'entendre. Et donc, on regarde cette présentation-là et ça passe au travers de toutes les différentes interactions qu'il peut y avoir. Ça parle des sites web, ça parle des sites sociaux, ça parle du clavardage, ça parle de paquet de choses. Et ce que ça fait, c'est que ça nous fait penser. Pour chacune de ces étapes, comment moi je me sens envers les sites sociaux, envers Snapchat? Est-ce que je sais comment parler de mon enfant de Snapchat? Snapchat, qui est les photos qui disparaissent, qui ne disparaissent pas du tout. Des fois, j'ouvre le mien, puis je suis comme, waouh, je sais où est ma nièce. Comment je sais que je sais où est ma nièce? Comme je vois la rue où elle est. Stress. Le géotagging, ces choses-là, la première chose qu'on dit aux jeunes, ne dis pas où tu restes. Ils prennent une photo de Boboule, leur chat dans le salon, ils posent ça sur Instagram. Puis boum. Tout le monde peut voir où, avec un petit dot rouge sur le toit de la maison, où tu restes.
Donc, il y a plein de choses. Et cette présentation-là vraiment aide les parents. Il y en a d'autres. Il y a d'autres sites. Il y a un autre site qu'on avait parlé la dernière fois qui s'appelle aidez-moi s'il vous plaît.ca, qui est plus de façon à répondre si jamais on est déjà dans le trouble. La première, l'art d'être parent à l'ère numérique, c'est prévenir. Puis aidez-moi s'il vous plaît.ca, c'est bon. Mon jeune, il y a des photos compromettantes qui ont été mises sur un site web. Il y a paquet de choses qui peuvent se faire. Et il y a des outils qui sont présentés. Puis ça a été créé par des corps policiers. C'est vraiment, vraiment bien fait. Ça peut être compliqué d'enlever des photos sur un site web. Mais au Canada, maintenant, on a des lois qui sont, je pense que ça fait à peu près 1 an, qui peuvent permettre aux gens de forcer des Internet Service Providers de retirer certaines données. Puis il y a une dernière présentation plus pour les ados, qui est en bas ici avec le site du Centre de la protection de l'enfance, qui est être parent de pré-ado ou d'ado à l'ère numérique. C'est un document PDF. Puis là, ça rentre, c'est plus poussé là, envers la vie des jeunes, les veilles sexuelles, ces choses-là. C'est vraiment encore là. C'est pas toutes les réponses, mais qu'est-ce que les jeunes font? Qu'est-ce que j'ai besoin de devoir traiter avec mon jeune? Parce que ce que je traite pas, ce que je discute pas avec mes jeunes, ils vont aller en discuter ailleurs. Puis, je ne sais pas si l'information qu'ils vont aller chercher, c'est la bonne. Tandis que nous, si on peut avoir un contrôle, mais peut-être juste même faire un petit changement, leur apporter comme une petite voix dans le fond de leur tête. Là. Je parle de ça avec les jeunes, la petite voix. Ils sont tout seuls devant l'Internet. Les parents ne sont pas là. Mais est-ce qu'on peut transférer certaines de nos valeurs familiales au travers du filtre de l'Internet? Il faut en discuter avec les gens. Incroyable. Telle bonne information. Merci beaucoup. On a vu tous ces sites web-là. On garde ça en tête. Abilomedia.ca, l'art d'être parent à l'ère numérique, aidez-moi s'il vous plaît.ca. Puis pour vous trouver, securityjf.com. Parfait. Merci beaucoup. Un grand plaisir. On va se revoir. J'imagine. On a encore des choses à se dire. Moi aussi, je pense. On s'en va à la pause. Et puis à notre retour, c'est intéressant parce que là, on va parler avec une professeure d'éthique. Et puis justement, on va parler d'un peu d'une vie privée. Avec tous ces médias-là et ces choses auxquelles on a accès, est-ce qu'on a vraiment une vie privée de nos jours, aujourd'hui en 2018? Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis restée accrochée à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous parlons maintenant avec Julie Paquette. Elle est professeure adjointe, École d'éthique publique, Faculté philosophie et sciences humaines à l'Université Saint-Paul et aussi membre du Centre de recherche en éthique publique et gouvernance. Et puis, c'est intéressant qu'on parlait avec Jean-François avant de cette importance-là avec les jeunes, puis de leur parler de la sécurité, tout ça. Puis nous, on veut vraiment parler de
ben, la vie privée, est-ce que ça existe de nos jours, la vie privée? Peut-être qu'on peut commencer en parlant un peu de ce que tu fais à l'université. Est-ce que c'est ce cours-là que tu donnes? Oui. Bien, en fait, il y a 2 cours que j'enseigne. Le premier, c'est au niveau du baccalauréat, le baccalauréat en éthique publique. C'est un cours qui était offert cette année en anglais et éventuellement, il sera offert en français. Donc, c'était sur la cyberdémocratie et la gouvernance algorithmique. Mais on pourrait peut-être en reparler, mais en tout cas, comment les algorithmes jouent avec les données. L'autre cours, c'est à la maîtrise, cours qui va être offert en septembre, c'est éthique, information et vie privée. Donc, c'est un cours que j'enseigne depuis déjà 4 ans où on essaie d'articuler ces 3 pôles-là, donc les questionnements éthiques, les technologies de l'information. Donc là, on rentre de plus en plus avec les questions d'Internet, la collecte de données et la vie privée. Alors, qu'est-ce que c'est la vie privée? Oui. C'est une très bonne question. Parce je pense qu'on se dit, ben, la vie privée, je rentre dans ma maison, c'est ma vie privée. Ouais. Chez nous, je fais mon souper, je sers à mes enfants, c'est ma vie privée. Bien, c'est une très bonne question, puis c'est une très bonne remarque. Ça va me permettre de dire quelque chose d'emblée. Il y a plusieurs définitions de la vie privée. Ça dépend si on donne une définition, par exemple, strictement juridique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus une définition, bon, au point de vue de l'éthique, au point de vue aussi de l'importance dans la constitution de notre subjectivité d'une sphère d'intimité, d'une sphère où on peut développer son autonomie. Puis quand j'essaie d'expliquer ce que c'est que l'importance de la vie privée, je parle souvent d'un pamphlet qui a été écrit par Virginia Woolf en 1929 qui s'appelle « Une chambre à soi ». Virginia Woolf a dit « Une femme ne peut pas être écrivaine parce qu'elle n'a pas un espace, une chambre à elle où elle peut avoir le temps d'écrire et d'avoir un espace où elle a ce temps d'introspection-là et de créativité. Donc, la vie privée, c'est pas juste c'est mon espace, c'est mon intimité, c'est aussi que la vie privée, elle a quelque chose d'important dans le sens où elle nous permet de développer une certaine autonomie, développer un espace de retrait, puis un esprit de créativité aussi. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, moi, quand je parle de la vie privée. Puis là, vous disiez, quand je suis chez moi, c'est ma vie privée. Mais là, si vous avez, par exemple, votre téléphone ou un iRobot, ou un Alexa, là, la nouvelle, qui répond. Qui répond. À qui on peut parler? Ça, j'en ai pas. Moi non plus. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets, ça collecte beaucoup d'informations. Donc, la vie privée, là, on sent que les barrières sont... Les gens le savent, ça, que ça collecte beaucoup d'informations? Je dirais de plus en plus, parce que moi, ça fait 4 années que j'enseigne ce cours-là et je vois un changement dans la perception des étudiants. Donc, déjà d'emblée, mais très peu quand même, très peu. Ce qui est nouveau avec le développement des technologies, c'est que c'est pas juste que ça capte de l'information, c'est qu'on a maintenant la capacité de stocker pour une durée indéterminée ces informations-là. Et c'est là où ça change un peu, mais il y a encore vraiment beaucoup de sensibilisation à faire. Alors, pourquoi est-ce que ces choses-là veulent nos informations? Alors, la compagnie, ou on sait ce qui s'est passé aux États-Unis, pour eux autres, c'était vraiment les informations par rapport à essayer de changer un vote. Alors, changer la politique. Fait que ça, je pense que c'est ça que ça a réveillé les gens. Là, que, tu sais, le Facebook, moi, je pense que j'ai bien choisi, je suis au maximum de sécurité, seulement mes amis peuvent voir mes choses. Puis là, d'un coup, j'apprends que quelque chose, à quelque part, tu sais, c'est tellement flou pour nous, les non-spécialistes en cyber, là, a pu capter des choses, ma personnalité ou mes goûts. Pourquoi, autre que dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'on veut savoir ces choses-là? Ça aussi, c'est une très bonne question. Il y a tout dépendant de quel pôle on parle. Donc là, dans le cas du scandale de Cambridge Analytica, qui a été révélé par Christopher Wylie, un Canadien en plus. On a la question politique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à influencer un vote à l'aide des données collectées? On a aussi les entreprises privées qui, elles, cherchent aussi à nous vendre des biens, à nous vendre des services. Donc, ils ont tout à fait intérêt à collecter ces données-là pour, je dirais, personnaliser l'expérience web. Mais on pourrait y revenir tout à l'heure parce que c'est pas si clair. Non, mais ça, je me trompe peut-être, mais souvent, je vais faire un Google parce que je cherche quelque chose. Là, récemment, je cherchais une montre. Alors, j'ai fait un Google, je cherchais une montre sportive qui m'aide beaucoup, bon, blabla. Puis là, je laisse ça tomber. Le lendemain, je regarde Facebook, puis là, il y a un paquet d'annonces sur les montres. Comment est-ce que Google, qui est un site différent de Facebook, d'après moi, pourquoi est-ce que ce que j'ai vu tout d'un coup, ou quand je me promène, récemment, je suis allée à une course, j'avais une course à faire à Toronto, Markham, ou je sais pas trop, là. Puis le lendemain, ça dit, cherchez-vous un hôtel à Toronto? Mais non, mais là...
Et parfois, ça devient assez terrifiant. Oui, ça me choque un peu, ces choses-là. Oui, Comment est-ce que c'est connecté? Bien, il y a toutes les questions techniques de comment c'est connecté. Oui. Je dirais, il y a des cookies sur nos sites, quand on se rend sur certains sites, qui font en sorte qu'on peut cumuler de l'information, puis les informations se partagent entre ces sites-là. Mais ce qui est important de voir, c'est que le data, là, ce qu'on appelle donc, les données qui sont collectées sur nous, on dit de plus en plus, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup d'argent à faire à partir de ces datas-là qui sont connectées. Parce que si moi, je suis une entreprise puis que je tiens à vendre un produit, j'ai tout à fait intérêt à pouvoir faire ce qu'on appelle du marketing ciblé pour pouvoir vraiment aller chercher mon consommateur. Et donc, plus j'ai d'informations sur ce consommateur-là, plus je suis à même de cibler. Et les datas s'échangent entre les entreprises à très haut prix. Donc, il y a aussi une valeur monétaire. Là. Puis l'expression pétrole du 21e siècle, c'est une expression, là, je dirais, ça fait à peu près au moins une quinzaine d'années qu'on l'utilise. Donc, il y a une valeur économique à ces données-là. Wow. Ouais. Si je ferme mes machines, par exemple, je suis chez moi, je ferme mon ordi, je baisse mon Mac, j'ai pas d'Alexa, mon téléphone est fermé. Si je ferme tout ça, est-ce que ça peut quand même capter des choses? Encore là, c'est des questions techniques, mais je dirais, si vous fermez, il faut aussi se déconnecter. C'est-à-dire, et ça, moi, c'est quelque chose que je fais pas non plus nécessairement. C'est beaucoup plus facile quand on ouvre notre routeur, notre furteur Internet, puis on est déjà connecté sur Facebook ou déjà connecté sur... Il faudrait tout déconnecter pour être certain d'avoir la vie privée. Oui. Ben, ça pourrait être une façon. Mais après... quand on est habitué d'être constamment dans un monde où on est connecté, où on personnalise notre expérience, c'est-à-dire on va orienter nos choix en nous suggérant. On nous fait constamment des suggestions. Par exemple, on a des applications qui nous font des suggestions de musique. Oui. On a des sites d'achat qui nous font des suggestions d'achat. Donc, quand je disais la vie privée, c'est aussi l'espace d'autonomie, de retrait, de créativité, d'essais-erreurs aussi. Quand on est constamment dans cette sphère-là où je suis habituée, qu'on me suggère ou qu'on détermine pour moi quels sont peut-être mes besoins, même si je ferme tout, l'effet peut demeurer. Donc, il y a ma vie privée au sens de la loi. Si je ferme tout, ça peut aller. Mais ça a un effet sur moi en tant que sujet qui dépasse tout ça. Je te garde avec moi, on va continuer la discussion après la pause. C'est bon? Merci. OK, c'est tellement intéressant ces sujets-là. Reste avec moi. Julie Paquette reste aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Sommeil. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle avec Julie Paquette, qui est professeure adjointe École d'éthique publique, Faculté de philosophie et de sciences humaines. Et puis, on parlait vraiment d'une vie privée, de tout ce qui est cyber. Et puis là, on sait que les gens veulent capter de l'information. Alors moi, je veux savoir, c'est quoi le désir de vouloir collecter autant de data à notre sujet?
On a vu avant la pause là, la raison économique, peut-être. Oui. Il y a des objectifs économiques. Il y a un désir aussi derrière ça. Ce désir-là, quand on s'intéresse au big data, c'est-à-dire aux données massives, c'est aussi le désir d'être capable de quantifier le monde. C'est-à-dire... Quantifier le monde. Bien, de pouvoir avoir, je dirais, un reflet de la réalité, mais en termes de données. Puis là, on peut se dire, bien, si je suis capable de quantifier le monde, d'avoir des données qui reflètent la réalité, je vais pouvoir traiter ce réel-là avec des algorithmes, puis je vais pouvoir savoir toujours c'est quoi la solution optimale pour moi. Quelle est la meilleure décision à prendre mathématiquement. Puis ça, c'est un désir très fort de comprendre l'ensemble du réel, puis de pouvoir toujours aller vers la décision optimale. OK. Puis c'est intéressant parce que là, les données qu'on capte à mon sujet, ben c'est où je magasine, ou quelles choses j'aime lire, ou mes sites web, le travail que je fais à l'ordi. Mais comment ça m'aide à... Comment ça m'aide à choisir une bonne décision à la compagnie, tu sais? C'est des choses, pour moi, ça semble tellement inoffensif et pas important. La question inoffensive est intéressante. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais la question de l'inoffensive... souvent, on va dire, moi, j'entends beaucoup mes étudiants dire ça. Bien, si j'ai rien à me reprocher, en quoi est-ce que c'est dangereux pour moi? Je pense qu'on sous-estime beaucoup, premièrement, tout ce qui est collecté. C'est-à-dire, oui, il y a ce qu'on achète, tout ça, mais toutes les recherches qu'on fait dans Google, c'est-à-dire les noms qu'on tape, où mon curseur se déplace, combien de temps je passe sur telle page, la géolocalisation, on a parlé de la géolocalisation. Donc, l'ensemble de ces données-là sont stockées et c'est ça qui je dirais, la nouvelle donne, c'est quand on parle de big data, c'est-à-dire on peut stocker pour l'éternité, en tout cas, pour une quantité infinie de données. Et là, il y avait peut-être une autre chose dans ce que vous disiez. Vous disiez, bien, il y a des choses que je fais sur Internet, mais peut-être que ça ne reflète pas l'ensemble de ma personne non plus, parce que je suis aussi autre chose. Vous avez tout à fait raison. Il y a le réel, il y a les datas collectées, il y a l'espèce de fantasme de dire on va être capable de rendre le monde mathématique puis de pouvoir le comprendre, le désir de comprendre le monde, mais les datas qu'on collecte, premièrement, c'est pas tout ce qu'on fait, c'est une partie de ce qu'on fait. Puis deuxièmement, il y a aussi des choses qui peuvent venir perturber ces datas-là, OK? Mais ça produit un effet, ça. L'effet que ça produit, c'est qu'au final, on cherche tellement à vouloir quantifier le monde qu'on en vient à faire en sorte que les datas collectées vont devenir notre réel. C'est-à-dire que si je ne participe pas sur les réseaux sociaux, si je ne suis pas dans cette sphère-là, je peux me trouver exclu de certaines choses, exclu de certains dispositifs. OK. Puis ça, et puis on pourrait peut-être enchaîner là-dessus, c'est susceptible de créer des questions d'inégalité aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui va sur les mêmes sites, c'est pas tout le monde qui a le même temps. Et quand on parle de publicité ciblée et de personnalisation de l'expérience web, souvent... le champ des possibles va se rétrécir, c'est-à-dire on va me proposer souvent des choses avec lesquelles je vais déjà être en accord. Hein? On va parler de chambre d'écho. Donc, vous dites, je vais magasiner. Oui, à tel endroit, c'est ces mêmes annonces-là qui arrivent. Et donc, on restreint un peu notre champ des possibles. On produit une chambre d'écho qui fait en sorte que on va valoriser ce qu'on aimait déjà avant. OK? Donc, on fait une espèce de processus d'entonnoir. Mais si je suis dans une disposition où je suis dans une sphère de précarisation, c'est-à-dire j'ai des difficultés financières, j'ai des difficultés émotionnelles, les choses qui vont m'être présentées vont aussi m'être présentées dans ce sens-là. Et donc, parfois, ça devient difficile, un, de se sortir de notre chambre d'écho, et deux, aussi, d'être confronté à des désirs autres que les miens. Donc, même des opinions autres que les miennes, si on parle des réseaux sociaux, des désirs autres que les miens, parce que on va, je dirais, me conforter dans ce que j'aime déjà, ou en tout cas, ce que je aime déjà, mais c'est-à-dire aussi ce que les compagnies veulent qu'on aime. Là, le je, c'est assez compliqué, là, donc, c'est susceptible aussi de créer des relations inégalitaires entre les différentes personnes, entre les différents sujets. Pour une personne, s'il y avait une personne qui, justement, n'a pas accès à ces choses-là, pas de Facebook, pas d'Internet, pas d'Instagram, rien comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis ça, cette personne-là devrait être tellement plus pleine. Tu sais, tes croyances sont les tiennes,
ton caractère, c'est le tien. T'as pas besoin de te faire dire que ton voyage est cool, puis tes enfants sont super, puis tu sais, parce que t'es vraiment... Mais là, on disait, il y a comme on est comme détaché quand on est cette personne-là. Je trouve ça un peu triste, qu'on a besoin presque de se rentrer dans ces choses-là. Puis moi, je suis victime de ça, là. Je suis toute là. Twitter, Instagram, je suis partout, là. Qu'on a presque besoin d'être dans ça pour pouvoir faire partie du monde. Bien, il y a quelque chose de triste, effectivement. Je dirais, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a ce que, tu sais, nous, on a connu la période avant d'avoir un Facebook, donc on voit aussi la différence, l'influence que ces réseaux sociaux-là ont eu sur nous. Et puis, si on parle d'une... Moi, j'ai fermé mon compte Facebook là, il y a à peu près 1 an. Pour se retirer, si tant est qu'on se retire là, des réseaux sociaux, ça prend aussi des fois certains privilèges, un emploi stable, une sphère d'amitié stable. Tandis que quand on est dans une sphère de précariat, qu'on appelle souvent en philosophie sociale, on nous force un peu à être dans une logique d'entrepreneur de soi-même. C'est-à-dire, je dois montrer que je suis actif ou active, je dois montrer que ma vie va bien, je dois montrer tout ce que je fais, puis je dois promouvoir ma propre individualité. Puis c'est ça qui me permet d'avoir des possibilités-là. Et c'est là où ça a un jeu pervers, où on en vient à même être complètement déconnecté peut-être de qui on est vraiment parce qu'on n'arrive plus à faire la dissociation. Oui. Écoute, j'ai des gens à qui je parlais qui disaient, OK, avec tout ce qui s'était passé avec Cambridge Analytica, on dit, OK, il faut qu'on arrête Facebook. Ils n'arrivent pas à peser le bouton. On est attachés à ça. Puis les heures qu'on perd, tu sais, ça m'arrive, là. Je suis pas loin de prendre la même décision que tu as prise. Écoute, je te garde jusqu'à la fin de l'émission d'aujourd'hui parce que je pense que dans la dernière minute, peut-être qu'on peut faire le bouton si on veut avec toute cette information. Si les gens veulent en savoir plus au sujet du cours qu'elle offre, c'est usaintpaul.ca. Alors, université-saint-paul.ca. Alors, je vous demande de rester avec moi. Julie restera avec moi aussi. Et puis, on continuera ou conclura, si on veut, notre discussion par rapport à ce sujet. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. À Encore jeune, cette semaine, on vous parle de théâtre, la pièce N'importe quel flocon. On parle du chœur classique de l'Outaouais en russe et aussi du Festival franco-ontarien. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily. These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous. Julie, écoute, avec toute la discussion qu'on a eue, est-ce que ça pose un défi à la démocratie, tout ça? Totalement. Oui, hein? On l'a vu avec Cambridge Analytica, vouloir influencer le vote, c'est un des premiers défis. Il y a 2 autres défis que ça pose à la démocratie. Le premier, c'est qu'à force d'orienter aussi nos options ou d'être dans une chambre d'écho, comme j'ai parlé plus tôt, ça performe 2 choses. La première chose, c'est qu'on peut dire que ça peut venir standardiser nos comportements. Okay? C'est-à-dire, on va vouloir faire en sorte que les comportements soient de plus en plus similaires. Donc, on ratisse notre entonnoir. Oui. La deuxième chose, c'est ce que je parlais quand je parlais du fait d'être en contact avec une autre position que la nôtre, d'avoir
une capacité à gérer la pluralité, le conflit, la différence. Peser le pour réfléchir pour nous-mêmes. Réfléchir pour nous-mêmes, arriver à se donner, d'avoir notre propre idée et de pouvoir la définir en ayant accès à une pluralité d'opinions. Et donc oui, là, celle qui nous a été fournie. Celle qui nous a été fournie et le fait que quand on regarde notre Facebook, souvent les gens qui sont là sont des gens qui pensent déjà comme nous. Incroyable. Donc, comment être au contact Tellement de l'autre. intéressant. Merci, Flo, que tu reviennes. C'est déjà fini pour nous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve ici lundi à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.